Ce cours a pour objet d'envisager les différentes étapes qui conduisent au diagnostic d'une monoarthrite. Nos objectifs seront les suivants. Être capable de reconnaître une monoarthrite. Comprendre l'importance de l'analyse du liquide articulaire. Éliminer ce qui n'est pas une monoarthrite, c'est-à-dire être capable de procéder au diagnostic différentiel. Identifier les étiologies des monoarthrites aiguës et préciser les étiologies des monoarthrites chroniques. Le terme monoarthrite sous-entend bien entendu l'existence d'une arthrite, c'est-à-dire une inflammation d'une articulation et une seule, et sous-entend également que si cette articulation était le siège d'un épanchement de liquide articulaire, bien ce liquide articulaire serait de nature inflammatoire. Le diagnostic est facile lorsque l'arthrite intéresse une grosse articulation superficielle. C'est l'exemple du genou, mais également de l'épaule. On peut citer également d'autres articulations comme le coude ou le poignet ou encore la cheville. Le diagnostic est plus difficile lorsqu'il s'agit d'une articulation profonde. C'est essentiellement l'exemple des arthrites de hanche. Il peut être aussi plus difficile, mais pas toujours, lorsqu'il s'agit d'une petite articulation, comme les articulations des doigts, l'articulation temporomaxillaire ou encore l'articulation sternoclaviculaire. Vous voyez sur l'image de droite qu'en fait, le diagnostic est loin d'être difficile lorsque l'atteinte est évidente, comme cet exemple d'arthrite infectieuse de la sternoclaviculaire que vous pouvez consulter sur l'article dont vous voyez les références en bas de la diapositive. Le diagnostic peut également être plus difficile lorsqu'il s'agit d'une articulation à la fois profonde et petite. C'est le cas des articulations interapophysaires postérieures dont l'atteinte est relativement rare. Il faudra distinguer pour le diagnostic deux cas de figure, les monoarthrites aiguës d'une part et les monoarthrites chroniques d'autre part. Envisageons d'abord notre premier objectif qui est celui de reconnaître une monoarthrite. Être capable de faire le diagnostic de monoarthrite va débuter d'abord par le recueil des caractères généraux. Ces caractères généraux sont tout d'abord les signes fonctionnels, avec le recueil des caractères et de la nature de la douleur que rapporte le patient. Il rapportera les caractères qui vont vous orienter vers la nature inflammatoire de cette douleur. Nous ne reviendrons pas sur ces caractères, ils ont été largement décrits dans les cours précédents. Le patient précisera également l'impotence fonctionnelle dont il souffre et la sévérité de cette impotence fonctionnelle. Il faudra recueillir également les signes généraux tels que par exemple de la fièvre, des frissons ou paramètres qui peuvent orienter vers l'étiologie, en particulier infectieuse, de la monoarthrite. L'examen de l'articulation atteinte est évidemment fondamental. Il commencera par l'inspection, ce que l'on peut observer chez la patiente dont on voit l'image ci-dessous et la différence de caractère entre l'épaule droite et l'épaule gauche, et on peut observer qu'au niveau de l'épaule gauche, on ne voit plus le pli anatomique normal que l'on peut voir sur l'épaule droite, et on constate la tuméfaction de l'épaule qui efface les reliefs anatomiques normaux de l'articulation. L'examen de l'articulation atteinte se poursuivra par le recueil des signes physiques, l'augmentation de la chaleur locale, l'augmentation du volume articulaire qui vient confirmer les données de l'inspection et l'augmentation de volume de l'articulation. L'examen de l'articulation atteinte recherchera des signes spécifiques, en particulier l'existence d'un épanchement articulaire. L'exemple le plus important est celui du genou, où on recherchera l'existence d'un choc rotulien qui attestera
l'existence d'un épanchement intra-articulaire. Nous allons voir sur cette image comment rechercher le choc rotulien. Les deux mains placées de part et d'autre du genou refoulent le liquide articulaire au sein de l'articulation et l'index va palper la rotule et sentir que la rotule descend au sein des liquides. Cette perception traduit ce qu'on appelle donc le choc rotulien ou encore le signe du flot. On recherchera également une amyotrophie quadricipitale qui sera témoin de la chronicisation de l'atteinte articulaire. On terminera par un examen général et un approfondissement de l'interrogatoire du patient à la recherche d'antécédents de tuberculose, de poussées d'arthrite antérieure ou de rhumatisme inflammatoire chronique, personnels ou familiaux, d'atteintes articulaires, d'atteintes cutanées ou encore d'affections digestives. Notre deuxième objectif sera de comprendre l'importance de l'analyse du liquide articulaire. En cas d'épanchement, la ponction articulaire est évidemment fondamentale. Elle est quasi obligatoire. Elle doit se pratiquer dans des conditions d'asepsie strictes et il faudra adresser le prélèvement au laboratoire sans délai. La ponction articulaire a plusieurs intérêts. Le premier est évidemment de soulager le patient et de soulager la douleur. Elle a donc un effet antalgique qu'il est important d'utiliser pour soulager le plus rapidement possible ce patient qui souffre. Son deuxième objectif est l'analyse du liquide articulaire. Celui-ci est fondamental. Il n'est pas question de prélever du liquide articulaire sans le faire systématiquement analyser. L'analyse du liquide articulaire permettra d'étudier les caractères macroscopiques de ce liquide. Ces caractères microscopiques permettra de rechercher la présence de microcristaux et permettra la mise en culture du liquide articulaire sur milieux ordinaires et ou sur milieux spéciaux. Voici 3 exemples d'aspects macroscopiques de liquide articulaire. Le premier exemple est un liquide clair et visqueux. C'est un liquide de type mécanique. Si on mettait ce liquide dans une seringue et qu'on pousse la seringue, on verrait au bout de l'aiguille le liquide articulaire ou les gouttes de liquide articulaire ne pas tomber directement et se détacher de l'aiguille, mais au contraire constituer un fil visqueux avant que les gouttes de liquide articulaire ne se détachent véritablement. Ceci est dû à la viscosité du liquide articulaire et c'est ce que l'on appelle le signe du fil. Le deuxième exemple est un liquide articulaire qui est trouble, jaunâtre. C'est un liquide franchement inflammatoire. Il ne donnerait pas le signe du fil. Le liquide articulaire, si on le mettait au bout de l'aiguille, tombe directement et ne s'attache pas à l'aiguille. Si le caractère inflammatoire était plus important et s'il y avait beaucoup de cellules, ce que nous allons voir lorsque nous verrons l'aspect cytologique, le liquide articulaire peut prendre un aspect puriforme. Et s'il existe une véritable infection, il prendra bien entendu un aspect purulent. Le troisième exemple est un liquide franchement hématique. Nous allons regrouper dans ce tableau les caractères à la fois macroscopiques et microscopiques du liquide articulaire, que ce liquide soit mécanique ou inflammatoire. Bien entendu, le liquide articulaire mécanique permettra d'orienter notre raisonnement diagnostique vers le diagnostic des affections mécaniques. Le liquide articulaire inflammatoire, lui, oriente vers le diagnostic des affections inflammatoires. Nous avons vu sur le plan macroscopique que le liquide articulaire mécanique était visqueux, il donne le signe du fil, il est clair et citrin. Le liquide articulaire inflammatoire est fluide, il ne donne pas le signe du fil, il est trouble. Sur le plan cytologique, le liquide articulaire mécanique est caractérisé par un nombre de cellules inférieur à 1000 par millimètre cube, alors qu'un liquide articulaire est franchement inflammatoire lorsque le nombre de cellules est supérieur à 2000 par millimètre cube.
Dans le cas d'une inflammation aiguë, les cellules peuvent être extrêmement nombreuses et dépasser 10 000 par millimètre cube, et le liquide articulaire prend un aspect franchement puriforme lorsque les cellules dépassent 15 000 cellules par millimètre cube. On voit que entre le liquide franchement mécanique et le liquide franchement inflammatoire, il y a un espace qui quelquefois peut être difficile à interpréter, entre 1000 et 2000 par millimètre cube. On cédera pour l'interprétation de la nature du liquide articulaire, des données, de la clinique et de la biologie. Le liquide articulaire mécanique a un taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 50%, alors que celui-ci est supérieur à 50% dans le liquide articulaire inflammatoire. L'analyse du liquide articulaire permet de rechercher les microcristaux. Nous avons largement vu la recherche par exemple des microcristaux d'urate monosodique qui permet d'affirmer le diagnostic de goutte et qui sont des microcristaux à bout pointu, qu'il faut opposer aux microcristaux à bout carré, caractéristiques des microcristaux de pyrophosphate de calcium qui permettent de porter le diagnostic de chondrocalcinose articulaire. La troisième étape sera d'éliminer ce qui n'est pas une monoarthrite, c'est-à-dire de procéder au diagnostic différentiel. Quels sont tout d'abord les moyens utilisés? Bien sur le plan biologique, on s'intéressera aux paramètres de l'inflammation qui viendront confirmer la nature inflammatoire de l'atteinte articulaire. Les autres examens seront demandés en fonction de l'orientation étiologique. La radiologie débutera bien sûr par la demande de radiographie standard, avec la radiographie de l'articulation atteinte face et profil, les poumons de face, car au Maroc, l'endémie tuberculeuse rend nécessaire la pratique de la radiographie pulmonaire qui ne l'est pas dans d'autres pays. Devant une monoarthrite du membre inférieur chez un sujet jeune, on demandera systématiquement le cliché de De Sèze, que l'on appelle aussi cliché dorso-lombo-pelvie-fémoral, dont on vous a certainement parlé dans le cours sur les spondylo-arthropathies, car son intérêt est de voir la charnière dorso-lombaire et la naissance éventuellement de syndesmophytes, toute la colonne lombaire, le bassin, les sacroiliacs que l'on regardera avec beaucoup d'attention et les coxofémorales. L'échographie ostéo-articulaire est un examen qui est très utilisé de nos jours. Cet examen a l'avantage de la simplicité. C'est un excellent examen pour rechercher un épanchement, notamment lorsqu'il s'agit d'une articulation profonde. C'est le cas de la hanche. Et l'échographie a également l'intérêt de guider la ponction, notamment lorsque l'articulation est difficile d'accès. Les autres examens radiologiques, comme la TDM ou surtout l'IRM, permettront de détecter un épanchement, auront l'avantage de bien explorer les structures ostéo-articulaires et périarticulaires, mais leur demande ne doit pas être systématique et leur prescription, notamment celle de l'IRM, doit s'intégrer dans une stratégie diagnostique réfléchie. L'histologie permettra d'étudier la synoviale à la suite de la pratique d'une biopsie synoviale sous contrôle de l'imagerie et peut intéresser non seulement les grosses articulations accessibles comme le genou, mais également l'ensemble des autres articulations. L'histologie, bien entendu, ne sera demandée que si les autres examens complémentaires n'ont pas permis de préciser le diagnostic. À la suite de ces différentes explorations, le diagnostic différentiel sera possible. Il permettra d'écarter les arthropathies non inflammatoires, telles que l'arthrose en poussée congestive, les nécroses épiphysaires, l'algodystrophie ou encore les arthropathies nerveuses. On pourra également éliminer les pathologies osseuses de voisinage, telles que l'ostéomyélite, les fissures ou fractures osseuses, les tumeurs et autres diagnostics. Et puis, on éliminera également tout ce qui est para-articulaire,
que vous verrez donc dans le chapitre des rhumatismes abarticulaires, comme les tendinites, les ténosynovites, les kystes et les bursites. Lorsque l'ensemble de ces données auront été en faveur du diagnostic d'une monoarthrite aiguë, il deviendra alors possible d'en identifier les étiologies. Les monoarthrites aiguës constituent une urgence médicale. Elles sont dominées avant tout par les arthrites infectieuses et essentiellement par les arthrites septiques. Celles-ci doivent être la première hypothèse à évoquer. Elles ont en effet un double pronostic, à la fois un pronostic local, en raison du risque de destruction de l'articulation, et un pronostic vital, en raison du risque de septicémie. Elles sont dues à des germes pyogènes, parmi lesquels les staphylocoques, les streptocoques, les entérocoques, mais également des germes plus particuliers, tels que les gonocoques. Il faudra rechercher avec beaucoup d'attention une porte d'entrée, et on reprendra l'interrogatoire du patient et l'étude de toute indication qui pourrait orienter vers une porte d'entrée cutanée, dentaire, s'il y a eu un furoncle ou un abcès dans les antécédents, ORL, donc à la recherche d'une otite, une porte d'entrée urogénitale lorsqu'on a évoqué ou qu'on s'oriente vers une arthrite gonococcique, un geste intravasculaire à la suite d'une perfusion, d'une artériographie, de la mise en place d'un cathéter, et on n'oubliera pas de rechercher des indications beaucoup plus silencieuses, souvent cachées par le patient, telles que la toxicomanie intraveineuse. On recherchera également la pratique de gestes intra-articulaires dans les antécédents, comme l'infiltration de corticoïdes ou la pratique d'une arthroscopie. On recherchera avec beaucoup d'attention les facteurs de risque liés au terrain, le diabète bien évidemment, mais également la polyarthrite rhumatoïde, les insuffisances hépatocellulaires et rénales, toutes les circonstances susceptibles de provoquer une immunosuppression, qu'il s'agisse d'état de maladie ou qu'il s'agisse d'utilisation de traitements immunosuppressifs, l'alcoolisme, la mise en place de prothèses articulaires. On recherchera à mettre en évidence la présence de germes au niveau des portes d'entrée lorsqu'elles auront été identifiées, ou au sein de l'articulation par l'examen direct ou par la culture du liquide articulaire, ou bien de la synoviale ou à la fois le liquide articulaire et la synoviale si les deux prélèvements ont dû être faits. Et dans le sang, le germe sera recherché par les hémocultures chaque fois que la fièvre sera supérieure ou égale à 38 degrés. L'arthrite gonococcique constitue donc un cas particulier d'arthrite infectieuse. Elle concerne 2 à 3 femmes pour un homme en raison du fait que l'infection reste souvent latente chez les femmes comparativement à l'infection qui est beaucoup plus évidente et plus apparente chez les hommes. Elle peut se traduire par une ténosynovite migratoire ainsi que par des arthralgies qui vont se manifester avant l'apparition de l'arthrite. Et il faudra rechercher avec soin des lésions vésiculeuses et pustuleuses qui peuvent orienter vers le diagnostic d'arthrite gonococcique. Ces atteintes cutanées, comme on peut le voir sur ces images, montrent donc ces lésions vésiculeuses et pustuleuses qui peuvent parfois se surinfecter et donner cette image particulière qu'il faudra donc rechercher attentivement dans ces circonstances particulières, notamment chez des sujets jeunes, bien évidemment. La recherche du Neisseria gonorrhoeae, qui est un germe fragile, nécessite sa mise en culture sur un milieu spécial, qui est un milieu enrichi en chocolat et qui s'appelle le milieu de Taillère et Martin. En effet, le Neisseria gonorrhoeae ne peut pas être conservé au froid. Le prélèvement doit donc être acheminé très rapidement au laboratoire et on sait que seulement 25% des examens directs et des cultures synoviales seront positifs. Par ailleurs, on peut confirmer le diagnostic par un examen d'urine, notamment par l'amplification par PCR, qui est un examen plus simple
et qui permet également la mise en évidence de Chlamydia trachomatis qui peut accompagner les infections à Neisseria gonorrhoeae. Le traitement des arthrites septiques doit se concevoir en urgence en milieu hospitalier. À la suite des examens précédemment envisagés qui auront été pratiqués, il faudra immobiliser l'articulation et la mettre en décharge. Il faudra faire tous les prélèvements nécessaires avant de débuter le traitement pour éviter, bien entendu, de décapiter l'infection. On débutera en urgence une antibiothérapie qui sera une antibiothérapie double au début par voie intraveineuse, puis on passera à la voie orale dès l'amélioration de la symptomatologie et dès l'amélioration également des paramètres de l'inflammation. La durée totale du traitement doit se poursuivre pendant au moins 6 à 8 semaines. Le traitement de l'arthrite gonococcique s'envisagera sur une période beaucoup plus courte. C'est un traitement de 7 à 10 jours qui fait appel à la ceftriaxone 1 g par jour en intraveineux ou la céfotaxime 1 g toutes les 8 heures en intraveineux. Si la sensibilité à la pénicilline est démontrée par la culture et l'antibiogramme, le relais sera pris par la pénicilline G, 10 millions d'unités par 24 heures, ou par l'ampicilline par voie intraveineuse à raison d'1 g toutes les 6 heures. La voie intraveineuse sera utilisée jusqu'à sédation des troubles, soit environ 48 heures, puis on passera très rapidement à la voie orale. Dans tous les cas d'arthrite septique, et chaque fois que cela sera nécessaire, il faudra procéder au drainage de l'articulation par des ponctions itératives ou par un lavage articulaire, et après les premiers jours de décharge, commencer à mobiliser progressivement l'articulation afin de conserver les amplitudes articulaires et de lutter contre l'amyotrophie qui risque de s'installer très rapidement dès que l'atteinte articulaire apparaît. Il faut bien entendu surveiller le traitement sur le plan clinique en surveillant l'évolution de la douleur, en surveillant l'évolution de la fièvre et en surveillant l'évolution de la vitesse de sédimentation ou de la CRP en établissant une courbe de vitesse de sédimentation ou de CRP qu'il faudra donc suivre avec attention car elle permettra de reconnaître le moment à partir duquel l'antibiothérapie pourra être arrêtée. La surveillance radiologique va s'intéresser à la mise en évidence de séquelles ou en tout cas permettra également la prévention des séquelles en mettant en route le traitement le plus précocement possible et le plus efficacement possible. Cette courbe montre l'évolution de la C-réactive protéine à partir du moment où le traitement est débuté et où la CRP enregistrée est à 120 mg par litre, on voit la dégression de la CRP sous traitement antibiotique jusqu'à normalisation des valeurs de la CRP. Parmi les autres facteurs infectieux, on peut retrouver des mycobactéries ou encore des arthrites fongiques, notamment chez les immunodéprimés ou chez les toxicomanes, mais en général, ces facteurs infectieux s'observent plus souvent dans les monoarthrites chroniques que dans les monoarthrites aigus. Après les arthrites septiques, il faut distinguer dans les arthrites infectieuses un autre groupe d'arthrites particulières qui sont les arthrites aseptiques. Les arthrites aseptiques s'opposent aux arthrites septiques par le fait que l'infection siège à distance de l'articulation atteinte et que le germe qui existe sera mis en évidence non pas au sein de l'articulation concernée, mais soit dans le sang par l'hémoculture, soit par le biais d'examens sérologiques spécifiques. On distingue dans ce groupe les arthrites aseptiques secondaires à des pathologies virales. C'est l'exemple des arthrites des hépatites, et notamment l'hépatite B,
ou encore les arthrites à parvovirus, qui peuvent même parfois provoquer soit des monoarthrites, voire même des polyarthrites, qui peuvent donner des tableaux également de polyarthrite aiguë. Mais nous resterons ici dans le cadre particulier des monoarthrites aiguës. On peut aussi observer des monoarthrites aigus au cours de la rubéole ou à la suite de l'administration de vaccins anti-rubéoliques, et ce sont des manifestations que l'on peut observer entre le 10e jour et le 15e jour après l'injection vaccinale. D'autres maladies virales telles que les oreillons, la varicelle, le zona, la mononucléose infectieuse peuvent également être responsables de monoarthrite aiguë. Des germes plus spécifiques peuvent donner des tableaux particuliers, c'est l'exemple de la maladie de Lyme. Le germe qui sera mis en évidence par hémoculture ou par des examens sérologiques spécifiques est le Spirocheta damini ou Borrelia burgdorferi. La maladie de Lyme est une borréliose. Elle est secondaire à la piqûre d'une tique qui est Ixodes damini ou ricinus. Sur le plan clinique, la maladie va se manifester par l'apparition d'un érythème qui est l'érythéma chronicum migrans et peut s'accompagner de troubles neurologiques à type de céphalée, de paresthésie ou encore de paralysie par méningo-radiculite. L'atteinte articulaire est le plus souvent une monoarthrite qui se manifeste aux membres inférieurs. Le traitement dans les formes précoces fait appel au traitement antibiotique par l'amoxicilline ou les cyclines. Les formes chroniques feront appel à la ceftriaxone. Les arthrites de la maladie d'Osler sont donc secondaires à une cardiopathie valvulaire qu'il faudra rechercher systématiquement, cardiopathie qui peut s'infecter par la présence d'un streptocoque non hémolytique ou d'un candida, et le traitement rejoint le traitement de la maladie d'Osler. Le sida sera classé dans les arthrites infectieuses particulières. Comme vous le savez, il est secondaire au VIH. Sur le plan clinique, l'atteinte articulaire se manifestera sous la forme d'une monoarthrite aiguë, voire même d'une oligoarthrite aseptique des membres inférieurs. Et ces manifestations articulaires peuvent être associées à une urétrite, une balanite, une conjonctivite, c'est-à-dire finalement reproduire un tableau qui est comparable à celui du Pfister-Leroy-Reiter. Et à ce tableau peut également s'ajouter de véritables arthrites septiques par germes opportunistes. La détection des anticorps se fera par le test ELISA ou par le Western blot. Les maladies infectieuses ont donc constitué une longue série d'étiologies susceptibles d'être à l'origine d'une monoarthrite. Le deuxième grand groupe est constitué par les monoarthrites métaboliques. Nous avons vu les expressions multiples de la goutte et la possibilité de la voir se manifester sous la forme d'une monoarthrite, ne serait-ce que l'atteinte du gros orteil, tout à fait typique, mais également les autres articulations. De la même façon, nous avons pu également discuter de la chondrocalcénose articulaire. D'autres maladies métaboliques peuvent également se manifester sous la forme de monoarthrite aiguë. C'est le cas de l'hémochromatose, secondaire à une surcharge en fer, de l'ochronose, secondaire à une accumulation en acide homogentisique, la maladie de Wilson, secondaire à l'accumulation de cuivre, le rhumatisme à hydroxyapatite, qui est donc également un rhumatisme à microcristaux, et l'hypercholestérolémie, à la fois maladie métabolique et maladie également à microcristaux de cholestérol. Les rhumatismes inflammatoires, qu'il s'agisse de rhumatisme inflammatoire aigu ou de rhumatisme inflammatoire chronique, peuvent se manifester sous l'étiquette, sous la présentation d'une monoarthrite aiguë. C'est évidemment le cas des rhumatismes inflammatoires aigus, comme le rhumatisme articulaire aigu
et les rhumatismes post-infectieux. Mais c'est également possiblement le cas des rhumatismes inflammatoires chroniques. Il est rare que la polyarthrite rhumatoïde se manifeste sur un mode aigu. Il est moins rare que cela soit le cas pour les spondyloarthropathies à début périphérique, en particulier dans les formes particulières que sont les arthrites réactionnelles ou encore le rhumatisme psoriasique. Nous abordons à présent le dernier point de nos objectifs, qui est celui de préciser les étiologies des monoarthrites chroniques. Les monoarthrites subaiguës ou chroniques sont également dominées par les infections articulaires, se manifestant sur un mode chronique, et c'est essentiellement le cas de la tuberculose. On voit sur cette image l'arthrite, l'atteinte de l'articulation coxo-fémorale et la disparition pratiquement totale de l'interligne articulaire, et surtout ces images de géodes en miroir qui sont extrêmement profondes au-dessus du cotyle, mais également au niveau de la tête fémorale. Ce sont donc des images en miroir tout à fait caractéristiques de la tuberculose. Parmi les autres infections qui peuvent être responsables de monoarthrite chronique figure la brucellose, que l'on recherchera en cas de profession exposée, qui peut se manifester par une fièvre sudoro-algique et des manifestations articulaires. Le diagnostic est en général fait par le sérodiagnostic de Wright, qui est supérieur au 80e. La syphilis secondaire est également une autre infection spécifique. Elle se manifeste sur le plan cutané par la présence de roséoles, de plaques muqueuses, et le diagnostic est fait par la sérologie spécifique positive. Les filarioses sont des parasitoses. Elles sont heureusement exceptionnelles au Maroc. Les filarioses sont des helminthiases, qui sont donc des maladies dues à des vers parasites, les nématodes, que l'on appelle également des filaires. Elles se transmettent par le biais de la piqûre d'un insecte vecteur. Elles sont encore très fréquentes dans les pays tropicaux et on compte plus d'une soixantaine de pays dans le monde. Les microfilaires peuvent se déplacer et circuler dans le sang, et arrivées à l'âge adulte, elles vont constituer les macrofilaires, qui peuvent vivre dans les lymphatiques, dans la peau, mais également dans d'autres tissus comme par exemple les articulations, et elles peuvent être à l'origine de monoarthrite, voire même d'oligoarthrite. Toujours à ce stade de monoarthrite chronique, on retrouvera comme étiologie les rhumatismes inflammatoires chroniques, la polyarthrite rhumatoïde, les spondyloarthropathies, mais également un autre groupe de rhumatismes inflammatoires chroniques que sont les rhumatismes intermittents. Parmi eux, on citera la maladie périodique ou fièvre méditerranéenne familiale, le rhumatisme palindromique ou l'idarthrose intermittente. La maladie de Behçet peut également se manifester sur le plan articulaire par une monoarthrite chronique. Il faudra donc rechercher les autres éléments cliniques de la maladie, tels que l'atteinte cutanéo-muqueuse, qui se manifeste sous l'aspect d'une aphthose bipolaire, buccale et génitale, ou d'une pseudofolliculite non centrée par un poil, qui se traduit par une réaction non spécifique au point de piqûre. La maladie de Behçet peut également comporter une atteinte oculaire, qui peut être une uvéite antérieure à hypopion, comme on peut le voir sur cette image, ou une uvéite postérieure, et cette atteinte oculaire, ce type d'atteinte sous forme d'uvéite, va comporter le pronostic visuel. On recherchera également dans les étiologies des monoarthrites chroniques l'ensemble des maladies générales. Elles seront donc envisagées dans le cadre de l'étude de ces maladies.
mais également les affections intestinales, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, parmi lesquelles la maladie de Crohn, la rectocolite ulcéro-hémorragique ou encore la maladie de Whipple. Ces affections ont été également largement évoquées dans les étiologies des spondyloarthropathies. Après avoir fait toute cette enquête diagnostique, il se peut qu'après une année d'évolution, 4 à 25% des monoarthrites restent sans diagnostic précis. Ce sont les monoarthrites inclassables. Leur évolution est imprévisible. Un tiers d'entre elles peuvent évoluer vers la guérison, un tiers peut évoluer vers l'installation d'une monoarthrite chronique dont l'étiologie restera inclassée, et un tiers d'entre elles peuvent évoluer vers une polyarthrite rhumatoïde.